Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième conférence en ligne de l'ATU. Alors, pour des raisons que vous connaissez, notre colloque qui devait se tenir à Saguenay est remplacé par une série de conférences comme celle d'aujourd'hui et celle des dernières semaines. Notre conférencier d'aujourd'hui est mon collègue Serge Carignan, directeur technique à l'ATUC, qui vient nous parler d'électrification des réseaux de transport par autobus. Donc, sa présentation durera une vingtaine de minutes. Et comme à l'habitude, une période de questions suivra. Vous pouvez écrire votre question au bas de la page de l'écran Zoom sous le Q&A et j'en ferai la présentation, la lecture à Serge, que je vous présente sans plus tarder. Alors, à titre de directeur technique, Serge est au cœur de la vigie technologique et des analyses afin de conseiller nos sociétés. Il coordonne le comité électrification de la TUC et à ce titre, il a été membre dans leur démarche. Récemment, la TUC a mené une étude concernant la technologie des bus électriques et des systèmes de charge avec un regard sur plusieurs angles. Ce projet commun est en lien avec les objectifs gouvernementaux de la politique de mobilité durable et du plan pour une économie verte dévoilé tout récemment. Cette démarche vous est présentée aujourd'hui pour la première fois publiquement. Alors, à toi l'honneur. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir de vous faire cette présentation-là. Puis, comme Valérie l'a dit, après la présentation, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, je vais juste partager mon écran. Alors, on va commencer. Ensemble pour réaliser l'électrification de nos réseaux de transport en commun. Alors, c'est le sujet de la rencontre d'aujourd'hui. Exceptionnellement, vous ne m'entendrez pas parler de la COVID aujourd'hui. Je pense que vous avez eu beaucoup de présentations à ce sujet-là. Alors, on change un peu d'air, puis là, on va parler d'électrification. Alors, juste un petit mot sur la TUC. La plupart de vous nous connaissons, mais on représente les 9 sociétés de transport au Québec, ainsi qu'Exo. On dessert l'ensemble des grandes villes au Québec, puis on parle ici du total de 60 de la population québécoise qui est desservie et 99 des déplacements faits en transport en commun sont représentés par la TUC. Donc, par notre mandat, on est au cœur de l'électrification des réseaux et cette électrification-là est déjà en cours, est déjà en marche. On a déjà plusieurs initiatives dans différentes sociétés de transport qui sont en cours. Alors, on aura l'occasion un peu d'en parler pendant la présentation, mais je vais plutôt vous diriger vers l'étude qu'on vient d'avoir les résultats en 2020. Alors, de par notre mandat, comme je vous disais, on est au cœur de l'électrification des réseaux et cela est cohérent avec la priorité gouvernementale qui est l'électrification. Alors, il y a la politique de mobilité durable qui nous a donné un objectif pour 2025 d'acheter que des véhicules 100% électriques. Donc, si on veut profiter de la subvention, on s'attelle pour 2025. Mais il y a également le plan de mise en œuvre de 2021 et jusqu'à 2026, du plan pour une économie verte aussi nommé PEV ou la PEV, qui a des moyens financiers qui nous permettront de réaliser ces objectifs-là d'électrification. Donc, il y a pas mal tout en place là, pour nous, là, pour réussir à rencontrer nos objectifs. Au niveau de la stratégie d'électrification, eh bien, c'est sûr qu'on veut faire ça dans les meilleurs délais possibles. Par contre, les autobus, ce n'est pas comme d'autres types de véhicules. On a quand même l'obligation de les garder 16 ans. On a, on a le gouvernement qui nous subventionne ces autobus-là. Et puis, derrière cette subvention-là, il y a une obligation de les garder pendant 16 ans. Ceci peut changer, sait-on jamais, mais pour l'instant, c'est un des défis qu'on a. Entre-temps, ben, on reste pas sans rien faire. On fait l'acquisition d'autobus hybrides. On est présentement dans le début d'un contrat d'autobus hybride qui va durer jusqu'en 2024. Donc, on est en mesure d'acheter ces autobus hybrides-là en ce moment, qui est un pas dans la bonne direction en termes de réduire nos gaz à effet de serre. Et parallèle à ça, ben, on fait des tests, on acquiert des véhicules électriques, on regarde au niveau de la recharge, on acquiert des équipements de recharge électrique. Tout ça en quantité limitée, mais quand même, on fait ces gestes-là dès maintenant. On se familiarise avec cette technologie-là dès maintenant et il y a quand même des obstacles qu'on surmonte en ce moment. Puis on apprend.
On apprend beaucoup, puis nos fournisseurs apprennent également. La grande majorité, la bonne nouvelle qu'on a trouvée, c'est que la grande majorité des trajets peuvent être faits avec la recharge au garage. Alors ça nous permet, entre autres, de lisser notre demande d'énergie tout au long de la journée, de diminuer notre consommation en période de pointe, en période de pointe de demande électrique, pas nécessairement en période de pointe d'utilisation des autobus, mais souvent les deux vont coïncider. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, il faut réaliser qu'on est dans un contexte d'évolution de technologie qui est rapide. Des autobus qu'on a fait l'acquisition il y a quelques années, il y en a qui n'existent plus, il y en a qui ont évolué, il y en a que les batteries évoluent, donc on est en évolution quand même assez rapide, donc il faut tenir ça en compte dans nos choix. Rapidement, sur les études passées, on a fait des évaluations technologiques dans le passé, on a évalué des véhicules électriques, on s'est rendu compte que c'était un produit viable, capable de donner le service dans lequel on pouvait s'attendre. On a fait des études sur une étude stratégique avec la STM et la STL pour voir les différents modes de recharge, puis voir quel mode de recharge on devrait privilégier. Il y a d'autres études en cours, notamment au RTL, à la STL, au RTC, à la STM et aussi à EXO, qui sont soit en cours, qui ont déjà été faits, il y en a qui sont sur le point d'être lancés. Donc, il y a vraiment beaucoup d'effervescence en termes d'études. Mais là, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous parler d'une étude en particulier, une étude qui a été faite pour 5 sociétés de transport, la STO, la STS, la Société de transport de Lévis, la Société de transport de Saguenay et la Société de transport de Trois-Rivières. Et cette étude-là, elle a été déposée un peu plus tôt dans l'année, donc en 2020. Puis il est grand temps qu'on fasse un peu le bilan aujourd'hui, donc on voulait vous en parler. Elle a été menée par un consortium qui est formé de CIMA, CETEC et APSIS. Et puis, dans cette étude-là, il y avait beaucoup d'éléments. Je ne vais pas passer tous les éléments en liste aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour ça, mais rapidement, on a refait une étude technologique, à savoir c'est quoi les technologies d'autobus et de recharge. On a regardé beaucoup la simulation et l'impact sur la planification des consommations, de voir vraiment avec les autobus qui existent, quel type de route qu'on peut faire, c'est quoi le nombre de kilométrages qui peuvent être faits. Mais on l'a fait précisément pour les 5 sociétés. On a analysé tous et chacune des routes, des voyages que chacun des autobus fait dans une journée pour voir l'impact que ça peut avoir sur la planification. On a regardé aussi le dimensionnement puis les besoins en électricité. On a regardé au niveau de la sécurité des opérations avec ce type de véhicule-là. On a regardé la formation et les impacts sur les ressources humaines. Évidemment, le cœur, c'était l'impact sur les infrastructures. C'est le gros défi que les sociétés ont à surmonter. C'est vraiment au niveau des infrastructures. Nous, on peut, des fois, je blague qu'à la TUC, on a un peu le travail facile d'acheter les autobus, mais encore faut-il avoir les infrastructures de recharge pour les recevoir. Et puis, on a fait une analyse financière pour ces 5 sociétés-là et une synthèse des coûts. À terme, qu'est-ce que ça aurait de l'air, l'électrification? Qu'est-ce qu'aurait l'air les garages? Et finalement, on a fait l'évaluation des risques. Donc, je vous sors les faits saillants de ces études-là, puis je vous prends des exemples un peu de chacune des 5 sociétés, un peu mélangés, un peu des exemples différents, sans nécessairement nommer les sociétés, mais il y en a qui vont se reconnaître. Mais le but, ce n'était pas nécessairement de pointer ou de souligner un exemple précis, mais de vous donner des exemples généraux. Alors, la capacité des batteries maximale, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on va acheter, mais c'est ce qu'il y a sur le marché. On parle pour un autobus standard de 40 pieds de 540 kWh, d'un articulé de 800. Il y a même des exemples où on met des batteries supplémentaires et on atteint au-delà de 660 kWh pour un autobus standard. Bon, ça a un impact sur la charge à base, pour ça qu'on n'a pas pris nécessairement ce maximum-là. On ne veut pas utiliser 100% de la batterie pour des raisons différentes, mais notamment la batterie, elle va vieillir dans le temps. On veut se donner de la marge de manœuvre. Les hypothèses qui ont été faites dans l'étude, c'est qu'on utilisait 75% de la batterie. Donc, la capacité utile, ce n'est pas la capacité totale de la batterie. On a évalué, bien sûr, l'énergie utilisée pour la traction. Puis, on en a estimé l'utilisation en termes de kilométrage.
Et aussi, ce qui n'est pas écrit dans le tableau, c'est qu'on a regardé toutes les autres charges qui viennent consommer l'énergie à bord, l'énergie qui est dans la batterie. Bon, évidemment, on a un défi vivant au Québec, c'est que la variation de la consommation en termes de saison, on vit en hiver ici, donc il y a des différences entre les différentes saisons. En automne et au printemps, c'est la situation idéale. Il n'y a ni climatisation, ni chauffage. Donc, la consommation est à son plus bas dans ces mois-là. Par contre, si on voudrait utiliser le chauffage électrique, on s'entend que l'hiver, ça serait le pire scénario. Je vais vous parler un peu plus tard là, de l'utilisation de d'autres types de chauffage, mais si on voulait être 100% électrique, 100% du temps, 365 jours par année, bien, il y a une charge électrique très importante pour assurer le chauffage. En été, il y a de la climatisation. La plupart des véhicules et l'ensemble des achats qu'on fait en ce moment et pour le futur, on a de la climatisation. Ça a un moins grand fardeau que le chauffage. Par contre, c'est quand même important, puis il faut en tenir compte. Puis là, les chiffres ici, c'est un exemple parmi les 5 sociétés. Évidemment, selon la ville que vous habitez, là, la climatisation l'été peut être plus coûteux en termes d'énergie ou moins coûteux. Il faut juste comprendre qu'on ne climatise pas nécessairement 24 heures sur 24. Le matin, il fait frais. Le midi, ça se réchauffe. En fin de journée, la climatisation est forte, là, mais la climatisation ne fonctionne pas à plein régime 24 heures sur 24. Donc, il y a des choix qu'on aura à faire. Puis juste rapidement, ben, c'est sûr qu'un de ces choix-là, ça sera peut-être d'utiliser un type de chauffage qui n'est pas électrique. Donc, consommer un carburant pour les mois d'hiver pour pouvoir utiliser le moins possible là, la capacité des batteries qui coûtent très cher. Donc, si on regarde quand même avec le chauffage électrique, on peut voir qu'au niveau de la consommation dans les différentes sociétés de transport, dans la plupart des cas, en tout cas dans certains cas, ça nécessite des autobus supplémentaires. À cause du chauffage électrique, il faut prévoir dans les pires scénarios, soit en hiver, puis là, à ce moment-là, on n'arrive pas à faire la journée complète avec le parc d'autobus existant. On a des tournées supplémentaires à faire, il y a beaucoup plus de kilométrage pour faire des changements d'autobus au courant de la journée. Ça induit du temps de conduite supplémentaire et aussi on tient compte là, du temps de connexion. Là. Mais bref, quand on utilise le chauffage électrique, ça exige un peu plus de ressources. La bonne nouvelle, c'est que dans l'ensemble des sociétés qui ont été évaluées, c'est si on utilise un autre moyen pour chauffer en hiver, puis on discutera un peu plus tard, si on a le temps, là, il y a des moments de l'hiver où la température pourrait faire en sorte qu'on pourrait être en mode électrique. Pas une journée comme aujourd'hui où on approche le moins 10, mais des journées qu'on est plus près de zéro, le chauffage électrique est envisageable. Par contre, pour ne pas avoir besoin de faire l'acquisition d'autobus supplémentaires par grand froid, ça serait pas mal mieux qu'on y aille vers un chauffage conventionnel thermique. Ce qui nous permettrait d'effacer les autobus supplémentaires, puis vous allez voir par la suite que ça a des répercussions majeures en termes des installations électriques, des coûts, etc. Si on regarde au niveau de la recharge, il faut voir de quel type de recharge on veut faire. Il y a quand même 2 types de stratégies qu'on peut prendre. Il y a sans lissage, c'est-à-dire l'autobus il rentre, on le branche et on le charge. Et il y a la méthode avec lissage, qui est ni plus ni moins de faire une gestion intelligente de la charge et de l'utiliser au besoin. Ça nécessite des outils, ça nécessite quand même des moyens plus avancés, mais les résultats sont intéressants. On peut voir que sans lissage, les autobus arrivent un peu n'importe comment au courant de la journée, on les branche et ça cause ce que je peux appeler des pics de puissance utilisés. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la journée, dans l'exemple que vous voyez, il y a 4 autobus qui rechargent en même temps. Et si on lisse dans l'exemple à la droite, bien là, on a juste 2 autobus. Pour les mêmes 4 autobus, il y en a juste 2 à la fois qui se rechargent. Et ça nous permet, dans l'exemple mentionné ici, de diminuer jusqu'à 30 % la demande maximale de puissance appelée. Dans des cas, ça peut aller même jusqu'à 40 % dans les exemples là, des différentes sociétés qu'on a regardées.
Donc, c'est vraiment une option intéressante là, de lisser. On a l'ensemble des installations électriques peuvent être diminuées à cause qu'on a la capacité de lisser. Bon, il n'y a pas juste le lissage, bien que le lissage, là, comme je vous disais, ça représente des économies importantes. Aussi, des économies, j'oubliais de le dire, en termes de coût de l'énergie, parce qu'Hydro-Québec nous charge au kilowattheure, mais il nous charge également avec la puissance appelée, la plus grosse puissance appelée durant la journée. Donc, si on est capable de lisser, on baisse beaucoup les coûts en énergie. Il y a également la recharge, la gestion de la recharge tout au long de la journée. Dans certains cas, dans certaines sociétés, en fait, dans la plupart des sociétés, on a des pointes au matin, une pointe en après-midi. Et entre ces pointes, c'est une belle occasion pour recharger nos autobus. Donc, toujours dans le but de limiter le nombre d'autobus qu'on a puis de garder une belle efficacité. Il y a certaines routes qu'on va vouloir recharger entre les deux pointes. Puis ça va faire en sorte qu'on va falloir qu'on regarde de quelle façon on recharge ces autobus-là. Il faut le faire de façon intelligente. Il y a des autobus qui sont encore sur la route à ce moment-là, donc il y a des opportunités. Et ça nous permet de remettre sur la route des autobus qui peuvent rouler jusqu'à très tard le soir. Bon, l'impact majeur, là, j'y reviens, là, on en a parlé au début, c'est vraiment au niveau de l'impact sur les garages. C'est vraiment de l'intégration au niveau des bornes de recharge. C'est des travaux majeurs, comme vous pouvez vous en douter. Il y a des zones de travail à prévoir, il y a des passerelles, on va avoir à travailler davantage sur le toit des véhicules. On va devenir des experts en batterie. Alors, ça va être une nouvelle composante qu'on aura à manipuler, à entretenir, à changer. Il va y avoir des défaillances au niveau des batteries. Donc, c'est tous des éléments qu'on va devoir devenir des experts. Il va falloir créer des locaux pour entreposer les batteries. Il y a tout l'équipement de transformation de puissance qu'il faut créer. Et il y a de l'extension potentielle de remisage parce qu'avec tout cet équipement électrique, ça prend de la place supplémentaire au niveau des garages. Donc, on a besoin de plus d'espace dans nos garages pour accommoder tout cet équipement-là. Alors, il n'y a pas juste des côtés négatifs au niveau de l'électrification. Je vous ai mentionné les défis, mais il vient à tout ça qu'on n'a plus à entretenir des moteurs diesel. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé avec le scandale avec Volkswagen. Les moteurs diesel sont de plus en plus propres, mais de plus en plus difficiles à entretenir. Alors, leur fiabilité en prend pour un coup. Il y a des filtres à particules, il y a l'introduction d'urée, il y a tous ces éléments-là qu'on doit entretenir et vivre avec, qui sont des défis qu'on n'aura plus à avoir lorsqu'on sera électrique. Donc, il y a beaucoup d'avantages au niveau là, de l'entretien futur des véhicules. On diminue les composantes. Je vous ai mentionné qu'on achetait des autobus hybrides en ce moment. Bien, les autobus hybrides, ça a des composantes électriques, des batteries, un moteur électrique, mais en plus de tout ça, ça a quand même un moteur diesel. Je vous ai parlé de filtres à particules et d'injection d'urée. Donc, on a comme le pire des deux mondes en ce moment, mais on pense qu'avec la venue des autobus électriques, à terme, à maturité, on va avoir des avantages au niveau de l'entretien. Si on regarde l'ensemble des coûts, les baisses de coûts qu'on peut, ou les augmentations de coûts qu'on peut avoir, bien sûr, il y a les CAPEX. Je vous donne un exemple ici de CAPEX. Alors, je voulais quand même vous donner un exemple. Je ne voulais pas rentrer dans les détails des chiffres, ça devient compliqué assez rapidement. Mais une solution avec pantographe les prix pantographe versus pistolet sont très similaires, mais l'exemple que je vous donne, on parle d'environ 25 millions de dollars pour électrifier un garage qui a environ 90 autobus. Ce chiffre-là peut être trompeur. Il faut faire attention avec les chiffres. Il peut facilement doubler. Ça dépend à quel endroit vous êtes. On a parlé qu'on a besoin de plus d'espace, donc des fois, il y a des agrandissements qui sont nécessaires. Les agrandissements ne coûtent pas nécessairement le même coût si on est en région que si on est au centre-ville de Montréal. Donc, ce chiffre-là peut facilement être le double de ce qu'il est là. Il y a le coût de l'énergie. Ça aussi, ça peut varier selon l'entrée électrique et les demandes de puissance et aussi les types de trajets que chaque société doit faire avec leurs autobus.
L'exemple que je cite ici, on parle de 14 sous du kilomètre, donc c'est quand même intéressant. On parle, même avec le chauffage thermique que je vous ai mentionné tantôt, on parle d'un coût annuel d'énergie dans les alentours d'1 million et on parle d'environ 2 millions de dollars par année de diesel épargné, ce qui est bien intéressant, bien évidemment. Et tous les gaz à effet de serre qui sont associés à ce diesel-là sont épargnés, évidemment. Au niveau de l'OPEX, la bonne nouvelle, c'est que le bilan est favorable. Donc, les coûts d'opération, en général, c'est favorable. Bien sûr, je vous ai parlé des coûts de maintenance qui sont réduits. On a les coûts énergétiques qui sont également réduits du fait qu'on passe du diesel à l'électricité. Bon, ces jours-ci, avec tout ce qui se passe, je vous ai promis de ne pas mentionner le mot pandémie, mais avec ce qui se passe, les coûts de l'énergie diesel est quand même bas. Si on regardait les prévisions faites il y a 10 ans, je pense que le diesel serait à pas loin de 3 $, mais ce n'est pas le cas. Alors, mais malgré le coût du diesel qui est bas en ce moment, qui est peut-être de façon non prévisible bas, on a quand même un bilan favorable. Donc, plus qu'il va monter, plus que ce bilan-là va être encore plus favorable. En termes d'infrastructure électrique, bien sûr, on va devoir entretenir toute cette infrastructure-là électrique. Je vous ai parlé des coûts de transformation de garage, mais bien sûr, il y a l'entretien qui doit suivre. Il faut entretenir les infrastructures de recharge. Il y a un centre d'alimentation électrique dans lequel on n'avait pas dans le passé à s'occuper. Et évidemment, tout le système de gestion de la charge, là, le logiciel informatique ou les personnes qui vont avoir à gérer la charge des autobus, ça demande des heures supplémentaires, des coûts supplémentaires. Il y a évidemment aussi au niveau des heures supplémentaires conducteurs et du temps de raccordement qu'il faut tenir compte. Donc, dans les études, là, tout ça est tenu en compte. Il y a des fois des changements d'autobus qui sont nécessaires au courant de la journée. Et à cause de ça, des fois, il y a des va-et-vient entre le garage et la route pour avoir un autobus à pleine charge. Et quelques minutes pour raccorder, tout dépendant de la solution choisie. Ce qu'on retient de tout ça, il y a des suites à faire aussi, là, évidemment. On a fait l'étude, je vous ai parlé qu'on a fait l'étude pour 5 sociétés de transport. Il y a les autres sociétés qui sont en train de faire aussi des études. Il y a 19-20 garages au sein des sociétés de transport. Il y a 14 petits garages au niveau d'Exo. Il faut consolider tous ces chiffres-là pour être très cohérent. Et très, très, très bientôt, on va avoir le résultat d'une autre étude avec les prévisions de CAPEX et d'OPEX, et ce, dans le temps. On essaie de prévoir dans les 20 prochaines années comment on va distribuer l'acquisition de l'équipement. C'est important de savoir qu'en 2025, on va acheter que des autobus électriques. Cependant, on ne changera pas la flotte du jour au lendemain, ça va se faire sur plusieurs années. Donc, il faut avoir une certaine façon de prévoir ces coûts-là. On parle de séquencement, évidemment. Là, on va prévoir les coûts, mais il va falloir prévoir les travaux également. Il va falloir planifier les installations. Il y a des mises à niveau, il y a de l'équipement de recharge à installer. La mise en œuvre, elle va varier selon les sociétés. Il y a des sociétés qui ont l'opportunité de construire un nouveau garage. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut, d'un seul coup, le construire électrique. Il y en a des sociétés qui vont avoir besoin d'agrandir leur garage. Il y a des anciens garages qui vont avoir besoin d'être adaptés. Donc, est-ce qu'on l'agrandit? Est-ce qu'on l'adapte par la suite? Tout ça doit être fait tout en maintenant les opérations, ce qui est un défi de taille pour les sociétés, particulièrement quand on parle de modifier un garage existant. On s'entend qu'un garage qui est en pleine fonction, qui est plein d'autobus, c'est pas mal plus difficile de faire les travaux puis de modifier ce garage-là pour pouvoir l'adapter. Donc, c'est tout ça les défis qui attendent les sociétés, mais je crois que c'est des défis qui sont possibles à surmonter. Puis, c'est un beau défi, mais je pense que les sociétés sont prêtes à relever ce défi-là. Alors, c'est ce qui conclut ma présentation. Je suis maintenant prête à prendre vos questions. Merci Serge. En fait, c'est moi qui va lire les questions.
En tout cas, c'est intéressant. Moi, c'est sûr que j'ai assisté j'ai assisté à plusieurs, pardon, de tes présentations. Et ça évolue tellement rapidement. Donc, vraiment, merci là, pour cette mise à jour. Donc, je vais aller voir une question. Alors, première question, quel logiciel utilisez-vous pour le lissage? Euh, En fait, on est en train d'analyser différents logiciels. Il n'y a pas de décision qui est arrêtée. Il y a certaines sociétés qui sont déjà à l'essai avec certains fournisseurs. Il y a beaucoup de logiciels qui sont en développement en ce moment. Il y a probablement des fournisseurs au Québec, au Canada et ailleurs qui sont en train de développer des logiciels pour faire ça. C'est pas quelque chose qui existe beaucoup, c'est très nouveau. Puis, on a quand même la crainte là, que non seulement il faut faire l'acquisition, mais on a besoin d'utiliser ce logiciel-là pendant plusieurs années. Donc, il n'y a pas de décisions qui sont prises, il n'y a pas de logiciel qui a été déterminé il n'y a pas de décision finale qui a été prise à cet égard-là. On est en train vraiment de magasiner puis de regarder un peu ce qui se fait pour établir nos critères pour éventuellement laisser savoir là, au marché c'est quoi nos critères et c'est quoi qui pourrait nous intéresser. Merci. Autre question, quand pourrons-nous voir 100% du parc électrique? Bien, j'ai mentionné qu'on faisait une étude sur plusieurs années. J'ai aussi mentionné qu'on doit garder nos autobus pendant 16 ans. On a déjà commencé, j'en ai pas nécessairement fait mention, mais il y a déjà plus d'une cinquantaine d'autobus électriques qui sont disponibles à travers les différentes sociétés de transport. Là. Il y avait des photos là, au début de la présentation de ces autobus-là. Donc, on a déjà entamé l'électrification. Par contre, à cause des grands défis qu'on a au niveau des infrastructures, c'est plutôt en 2025 qu'on va vraiment acquérir beaucoup de véhicules électriques. Puis comme on doit les garder pendant 16 ans, bien, malheureusement, probablement que les derniers véhicules qui utilisent du diesel vont quitter dans les alentours de 2040. Autre question assez technique. Donc, dans le contexte hivernal, l'utilisation de planchers et de pare-brise chauffants radiants pourrait permettre d'améliorer l'efficacité énergétique des bus électriques. Le dernier devis technique des bus articulés indique d'ailleurs cette option pour le plancher. Quels sont les tests que la TUC a eu la chance d'effectuer sur la performance de ces éléments? Bien, nous, on n'est pas des développeurs, mais on a des idées, puis ça, c'en est une, un plancher chauffant. De quelle façon on peut garder les clients confortables à l'intérieur de l'autobus? Comment on peut garder le chauffeur confortable à l'intérieur de l'autobus? Il y a beaucoup de développement qui se fait, non seulement au Québec, mais à travers le monde pour essayer de trouver des solutions pour apporter un confort sans nécessairement drainer toute l'énergie à bord des batteries. On pourrait même penser à des sièges chauffants, particulièrement pour le chauffeur. Donc, c'est toutes des avenues qu'on est en train de regarder. Mais dans tout ça, il faut que les fournisseurs d'autobus adhèrent à ces changements-là, puis aussi développent de leur côté et nous proposent des solutions. On a des idées, mais les fournisseurs d'autobus aussi doivent nous proposer des solutions en ce sens-là. La solution jour 1 n'est peut-être pas la meilleure. On a parlé d'utiliser du chauffage thermique au début parce qu'il faut avoir une meilleure solution. Mais on espère que dans le temps, on va avoir des meilleures solutions. Puis qu'en 2030, on ne sera pas encore obligé d'acheter des autobus dans lesquels on doit chauffer avec du chauffage thermique. On espère qu'à ce moment-là, on aura d'autres solutions. Merci. Bon, je ne m'étais pas trompée. Effectivement, le sujet, écoute, moi, ça fait quelques séances que j'anime de nos conférences et beaucoup de questions. OK. Prochaine. Sachant que les autobus électriques ont un moteur qui ne fait pas de bruit à l'arrêt, allez-vous avoir comme critère d'ajouter un timbre sonore afin d'être audible pour les personnes non-voyantes ou les personnes malvoyantes qui voudront entrer dans le bus ou traverser la rue? Bien, en fait, on a déjà ces technologies-là à bord de les autobus qu'on a fait l'acquisition. On est en train de fine-tuner le niveau de bruit, le son qu'il doit faire versus le bruit que l'autobus fait. Fait que même s'il n'y a pas de moteur à bord de l'autobus, il y a quand même le roulement des pneus. L'autobus se fait tout de même entendre, il n'est pas complètement silencieux. C'est sûr qu'au niveau du bruit, éloigné de l'autobus, c'est un avantage, mais pour les gens qui circulent alentour de l'autobus, ça peut être un danger. Donc, tout comme un peu les autos électriques qui émettent des bruits, nos autobus aussi vont probablement émettre un bruit.
pour vraiment avertir la clientèle à l'entour de l'autobus que l'autobus est en mouvement. Donc oui, on est en train de regarder ça et peaufiner les bruits qu'on veut utiliser, le niveau d'intensité, etc. Là, j'ai beaucoup de questions concernant le financement. Je ne sais pas, Serge, je sais que tu es très technique, là, je ne sais pas ton niveau de connaissance Oui, bien pour. écoute, le financement, il y a des annonces qui ont été faites. Il n'y a pas de processus automatique de financement encore. Donc, c'est pour l'instant, de ce que je sais, c'est plus du cas par cas, donc des demandes qui sont faites ponctuelles, puis des réponses qui se font. Mais je pense qu'il y a lieu de peaufiner ce mécanisme-là pour rendre plus facile le financement, l'interaction entre les différents partenaires, dont Hydro-Québec est un gros partenaire dans tout ça. Donc, je pense qu'il reste encore du travail à faire pour améliorer cette façon de faire-là. À ce que je sache, le financement, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Là, ça prend pas mal d'efforts en ce moment. Effectivement, puis on travaille fort, on va poursuivre aussi nos actions en ce sens-là dans la prochaine année, effectivement. Donc, concernant le chauffage thermique d'appoint, existe-t-il un produit qui permettrait de brûler de l'éthanol plutôt que du diesel dans les bus? Bien, je vous ai parlé qu'on a une transition à faire sur beaucoup d'années. On a déjà du diesel dans les garages. Nos installations sont déjà adaptées avec le diesel. Toute autre source d'énergie différente que le diesel, ça demande des changements assez importants à nos installations. On est déjà en transition majeure avec l'électricité. D'introduire une troisième source d'énergie, ça vient complexifier beaucoup les choses, d'autant plus qu'on espère et qu'on pense que dans le futur, il n'y aura plus besoin de toute autre source d'énergie non électrique. Donc, on va avoir d'autres façons de faire. Ça pourrait être des batteries avec plus d'énergie à bord. Il y a d'autres solutions à regarder. Si on avait à introduire de l'hydrogène, du gaz naturel, de l'éthanol ou autre, ça demanderait une troisième source d'énergie dans les garages et ça serait juste de complexifier un problème qui est déjà difficile à résoudre. Oui, effectivement, ça répond aussi en partie à une question que je viens d'avoir aussi où quelqu'un Puis aussi, si je peux demande juste si. ajouter, Oui. c'est assez limité l'utilisation qu'on fait de cette énergie-là. On est en mesure d'utiliser le système de climatisation puis le faire fonctionner pour faire du chauffage, disons, en début d'hiver et en fin d'hiver. Donc, la proportion de chauffage qu'on ferait en diesel, c'est vraiment dans les grands froids. Là. On pourrait épargner le reste du temps. Là. Parfait, merci. Donc là, c'est ça que tu viens de parler du chauffage. Donc, on me pose aussi la question plus spécifique. Est-ce qu'il y a d'autres solutions énergétiques qui sont envisagées, mis à part l'électrification? Oui, on est ouvert à d'autres types. Il y a eu des annonces qui ont été faites récemment au niveau de l'hydrogène. On ne ferme pas la porte à aucune des autres sources d'énergie propres, évidemment. Avec Hydro-Québec à notre porte qui nous amène l'électricité directement dans notre garage, c'est sûr qu'on est très privilégié au Québec. C'est une énergie qui est propre, qui est faite à base d'hydroélectricité. Donc, c'est un avantage qu'on a. C'est peut-être pas le cas dans d'autres endroits où l'électricité est faite à partir d'autres sources comme du charbon ou d'autres sources plus polluantes. Donc, c'est sûr que pour nous, on suit les directives gouvernementales qui est d'y aller vers l'électricité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose qui va arriver en cours de route. On ne ferme pas la porte aux autres technologies, mais pas du tout. Il y a des solutions de stockage différentes du chimique qui peuvent être envisagées également. Donc, on est ouvert à d'autres choses, mais disons qu'il faut commencer. Si on attend toujours dans la solution parfaite, on n'y arrivera pas. L'électricité, c'est une solution qui, à court terme, fonctionne. Donc, on s'en va vers là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne changera pas d'idée en cours de route. Donc, est-ce que la TUC prévoit d'utiliser le même processus d'achat pour les bornes de recharge que pour les autobus? Donc, c'est-à-dire des achats. Des achats regroupés, c'est très intéressant. Là, en ce moment, ce n'est pas tout le monde qui roule à la même vitesse. Il y a déjà des transformations de garage qui sont en cours, déjà des acquisitions. Il y a déjà des bornes qui ont été acquises ici et là dans des appels d'offres plus restreints. À moyen terme et à long terme, je pense que ça serait viable. Là, ça serait quelque chose d'intéressant d'acheter regroupé. On aurait la force d'achat, un produit commun. On aurait aussi une technologie qui serait bien choisie puis qu'on pourrait utiliser l'ensemble des ressources pour améliorer également.
Donc, il y a plein d'avantages d'acheter regroupé, mais pour l'instant, c'est un peu plus difficile parce qu'on n'est pas à l'achat massif d'équipements aujourd'hui. Mais sans doute qu'en cours de route, on va pouvoir effectuer des achats de groupe, effectivement. Merci. Je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup, Serge. Donc, j'en profite pour vous rappeler notre prochaine conférence qui va avoir lieu demain à 11h15 cette fois-ci. C'est la dernière de l'année 2020. Là, il y en aura d'autres en 2021. Donc, vous surveillerez notre site internet atuc.com pour les détails. Donc, demain, 11h15, notre invité sera Sébastien Lapointe, chef de l'architecture et de la sécurité de l'information à la STM, qui nous parlera de la cyberattaque vécue récemment par la STM. Donc, un autre sujet d'actualité, malheureusement. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Serge, merci à nos nombreux participants pour votre présence aussi, pour vos questions également. Donc, bonne journée et à demain. Merci. Merci.